Bien, bah écoutez, pour clôturer, voilà, vous dire que nous sommes très heureux à l'UBS d'avoir accueilli cet événement. J'espère que vous repartirez toutes et tous avec un bon souvenir de votre passage en Bretagne Sud et à l'UBS. Je voudrais remercier un certain nombre de personnes, évidemment tous les collègues de l'université qui ont coopéré pour organiser ici ces journées. Remercier tout particulièrement donc la direction de notre composante de lettres, langues, sciences humaines et sociales, donc qui nous a ouvert les portes du paquebot. Je voudrais dire un grand merci. Alors, ce ne sont pas des informaticiens, comme disait Pierre tout à l'heure, mais ce sont des étudiants en master histoire, donc moniteur étudiant, Angelo et puis Théodore, qu'on peut peut-être applaudir. Voilà, qui ont assuré toute la partie technique. Je voudrais également qu'on remercie aussi les jeunes volontaires en service civique d'Unicité qui nous ont aussi accompagnés sur toute la partie logistique. Et puis, bien évidemment, tous mes collègues qui ont contribué à donc construire la session d'hier après-midi. Voilà, et puis moi, à titre personnel, je note qu'on a ouvert ces journées en parlant peut-être d'un manque de moyens financiers, humains, pour quelques-uns peut-être aussi un peu d'isolement. Mais je trouve que voilà, la motivation, l'énergie qu'on a toutes et toutes dans nos établissements pour faire en sorte que cette inclusion, auquel on est tous bien conscients qu'elle n'est pas aujourd'hui une réalité, eh bien cette énergie et cette motivation, via notamment les outils de coopération divers et variés qu'on a évoqués durant ces journées, eh bien je crois que pas à pas, comme on le disait tout à l'heure, cette théorie des petits pas, eh bien devrait nous permettre quand même un jour d'y arriver. Donc je reste sur cette note d'espérance. Et puis je crois, enfin j'espère en tout cas beaucoup de nos universités inclusives démonstratrices. J'en attends pour ma part beaucoup, donc j'espère que d'ici quelques temps, on pourra bénéficier dans nos établissements du travail qu'ils sont en train aujourd'hui de réaliser. Voilà, merci à toutes et tous et bon retour. Alors je rajoute quelques mots à ces remerciements, effectivement, que je voudrais également vous transmettre à tous. Alors peut-être avant quand même revenir sur 2-3 éléments de nos échanges d'hier et d'aujourd'hui. Lorsque nous montons chaque année ces JNRH, chaque année nous nous posons la question de la thématique sur laquelle nous allons travailler. Et comme vous le voyez, c'est toujours tripartite et c'est toujours aussi où allons-nous aller. Nous souhaitions effectivement travailler sur cette notion de coopération qui a été largement débattue pendant ces journées et demie et Marie-Pierre a brillamment décortiqué le mot ce matin, donc je ne reviendrai pas dessus. Mais on voit bien que ce sujet-là, cette thématique est complexe mais extrêmement riche et essentielle. Elle est essentielle, je dirais, et j'en profite aussi également pour saluer aussi toutes les personnes qui sont à distance, qu'on oublie parfois dans nos échanges, mais je le redis parce que je trouve que c'est important. Vous êtes 150 ici, mais je demandais tout à l'heure à Anaïs, elle me disait à peu près 150 aussi ce matin. Donc ça signifie que vous êtes en gros 300 à suivre ces échanges. Donc déjà, vous remerciez, vous, de votre engagement, de votre présence, soit ici, soit derrière un écran, parce que des tas de raisons font que vous ne pouviez pas venir. Et vous voyez, on a clairement élargi, je pense, le périmètre de ces JNRH au fil du temps, et on l'élargit justement dans une optique de coopération interne avec tous les services, comme ça a été présenté ce matin, et avec des exemples qui étaient vraiment très très riches, et puis coopération externe avec soit des partenaires comme la CNSA ou la MDPH, voilà. Et tout ceci se fait à des niveaux différents, très localement, comme ici, en Bretagne par exemple, ou alors un échelon intermédiaire aussi parfois, un échelon régional,
un échelon aussi avec les académies ou à un niveau académique, et puis à un échelon national. Et ça, c'est vraiment ce que nous souhaitons faire et ce que nous souhaitons que vous puissiez vous faire. Donc déjà une différence de niveau, d'échelon. Et puis derrière aussi, et ça je fais référence à ce qu'a évoqué notamment Serge Thomaset hier, on voit bien que cette coopération, elle passe par du multidirectionnel. Plusieurs acteurs, mais plusieurs directions. D'ailleurs, il a fini par nous dire que c'est peut-être pas l'étudiant qu'il faut mettre au centre, mais c'est plutôt le devenir de l'étudiant. Je suis totalement d'accord avec lui, bien évidemment. Sur d'autres sujets, nous y travaillons aussi. Et donc, on voit bien que nous, notre place, on est à un moment donné du parcours de vie de quelqu'un et qu'on va être là pour apporter une petite pierre à cet édifice. Le deuxième élément que je voulais aussi mettre en avant, c'est cette articulation parfois entre coopération multidirectionnelle et puis cette articulation entre le collectif et l'individuel, qui est très compliquée. Vous êtes complètement au cœur de ça. J'ai échangé hier avec l'un d'entre vous, on échangeait à plusieurs d'ailleurs avec l'un d'entre vous, on était sur des situations individuelles, et un tel, et un tel, et une telle. C'était super. Et donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on est vraiment dans ces situations individuelles que vous essayez de traiter ou d'aider au quotidien. Et ça, c'est essentiel. Et ça doit s'articuler avec notre énorme machine. Évidemment, une énorme machine qui est une université, avec 10 000 étudiants, avec 20 000, 30 000, 80 000 à Marseille, et encore plus, et quand on élargit avec différents établissements composantes, on voit bien que c'est tout un système, hein, on en parlait aussi hier, c'est toute une organisation qui est complexe et qui complexifie parfois, justement, cet accompagnement individuel et humain. Et le dernier élément quand même que je voulais... et ça, c'est cette articulation entre la personnalisation des parcours avec laquelle on vous embête. Et moi, le premier, je dirais presque, parce que j'ai même pu créer au ministère, un département de la personnalisation des parcours. Et du coup, cette articulation, cette personnalisation et ces effectifs qui montent, qu'on voit monter, que tout le monde nous dit monter. Alors, je n'ai pas aussi présenté Sébastien Mounier, mais je sais que certains d'entre vous l'ont rencontré. Sébastien qui est juste au premier rang, qui vient de l'enseignement scolaire et qui maintenant est haut fonctionnaire sur les 2 ministères. Plus de 420 000, si mes chiffres sont bons, 520 000 élèves en situation de handicap à la rentrée 2024. Élèves, 64 000 étudiants, rentrée 2023, dans l'enseignement supérieur. Vous voyez ce que vous sentez, ce que vous voyez, c'est un mouvement en cours qui n'est pas fini. Alors, j'ai bien compris, je ne veux pas vous faire peur non plus, mais on voit bien qu'il y a des phénomènes qui sont en cours. Mais alors, c'est difficile, c'est complexe, mais c'est essentiel. On est au cœur de l'humain, on est au cœur de la construction d'une vie, de vie au pluriel. Donc, une des réponses que moi j'ai entendues depuis 1 jour et demi, c'est tous ces exemples, tous ces témoignages, cette créativité que vous mettez en exergue, que vous mettez en avant, que vous... Enfin, j'ai des tonnes d'exemples dans la tête. Hein. Donc, voilà. La créativité humaine qui est là, cette richesse, et c'est essentiel. Ce collectif, cette individualité que vous arrivez à articuler. Et alors, les 2 contraintes que je perçois ici, effectivement, on la voit bien, il y a une contrainte temporelle. Une temporalité de l'individu, parce que l'étudiant, lui, il est là, il est déjà arrivé, il avance, et la machine derrière, elle met du temps à réagir, à se mettre en place, à avancer. Contrainte temporelle et deuxième contrainte, évidemment, vous l'avez tous dit d'entrée de jeu, financière. Financière, il ne faut pas le cacher, c'est réel. On essaie de faire ce qu'on peut, chacun de notre côté, je pense, hein, vous de votre côté, nous de notre côté, on prône, on va sonner aux portes, on va maintenir l'effort et en disant non, on ne lâche pas, non, au contraire, on continue, on avance parce que vous voyez, c'est comme ça que les choses bougent et que les choses vraiment avancent.
Aujourd'hui, on est à Lorient. Il y a 2 jours, j'étais à Bruxelles, parce que je fais partie d'un groupe dont je ne vous ai pas encore vraiment parlé, donc je vous en parle rapidement, qui s'appelle... donc il y a un processus dont vous avez entendu parler, on a parlé des 20 ans de la loi 2005, mais il y a le processus de Bologne qui, lui, a 25 ans. 25 ans cette année. Le processus de Bologne, c'est... alors à l'origine, il y avait une dizaine d'établissements qui s'étaient rassemblés pour mettre en branle quelque chose, qui est très caractérisé aujourd'hui dans l'enseignement supérieur, qui s'appelle LMD, licence, master, doctorat. Au revoir les Bretons de Brest. Et le LMD, c'est allé bien au-delà de ça. Ce processus de Bologne, en 25 ans, a fait bouger plein de choses et continue à essayer de faire bouger des choses. Et à titre d'exemple, tout récemment, ils ont créé certaines choses. Un groupe qui s'appelle Social Dimension, donc la dimension sociale. Et ce groupe, sur la dimension sociale, a fait signer par tous les ministres. Quand je dis tous les ministres, il y en avait 49. C'est intéressant. Depuis quelques semaines, depuis 2022, il n'y en a plus que 47. Exit la Russie et la Biélorussie, qui reviendront, on l'espère. Mais pour l'instant, ils ne sont plus là. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que tous ces pays se sont mis d'accord sur certaines choses et cette dimension sociale. Vous voyez, quand je reviens vraiment de Bruxelles la veille, et en fait, là-bas, on a changé. Avant, il y avait un work group, c'est-à-dire un groupe de travail. Maintenant, c'est plus un groupe de travail, c'est devenu un TBG, je vais essayer de faire la traduction, je suis désolé, un thématique peer group, c'est-à-dire un groupe de thématiques par les pairs. C'est-à-dire que ça a changé de statut. Un groupe de travail, c'est juste quelque chose où on réfléchit, on fait des propositions, voilà. Là, maintenant, c'est devenu un groupe thématique permanent, cette dimension sociale. Il y en a 3, c'est le 4e. Donc, cette dimension sociale à l'échelon européen, maintenant, elle prend une ampleur et on la remet en avant en disant, attendez, OK, la France, OK, chaque pays, OK, l'Europe. Mais l'Europe travaille pour qui d'abord? Pour les humains, pour cette dimension sociale. Donc l'idée, c'est vraiment de la porter et de la porter différemment ou plus fortement encore. Et je ne vais pas développer davantage ce point, mais en fait, ce qui a été acté il y a 3 ans par les 49 ministres à l'époque, c'était 10 principes et lignes directrices. 10 Principles and Guidelines, que vous pouvez télécharger si vous voulez sur le site de EHEA, c'est-à-dire le regroupement des établissements d'enseignement supérieur. Voilà, c'est quelque chose qui appartient à l'Union européenne, qui va au-delà de l'Union européenne, puisque je vous parle de 49 pays, pas de 27. Et donc, ces 10 principes, ce sont des principes conducteurs. Le premier, ce sont les valeurs. Je ne vais pas tous vous les passer. Les premiers, ce sont des valeurs, les valeurs communes. Et dans ces valeurs, un des mots qui apparaît tout de suite d'emblée, c'est cette dimension inclusive. Diversité et inclusion. Donc, on voit bien que toute notre action politique, elle doit être focalisée là-dessus, sur accompagner les individus pour passer du SCO, de l'enseignement scolaire, à l'enseignement supérieur, pour sécuriser ce parcours. Voilà, ça c'est l'élément que je voulais juste vous donner. D'ailleurs, en introduction, il y a eu un professeur, alors je ne parle pas le polonais, mais qui s'appelle Bartosz Broczek, voilà, qui est polonais, qui nous a fait une conf. Et vous voyez, dans les 6 points essentiels qu'il a retenus, c'est recherche, enseignement, innovation, communication. Et l'autre, je vais vous le traduire quand même, mais il a mis community building, parce que je trouve que c'est intéressant, c'est pas tout à fait la même chose. Community building, on pourrait le traduire peut-être par ce qu'on a fait aujourd'hui, coopération, d'une certaine manière, ce que vous faites. Et puis, service. Vous voyez, ces 6 axes-là, essentiels, c'est ce qui permet justement l'avancée sociale de l'Europe ou des pays, voilà, de nos politiques publiques. C'est juste ces éléments que je voulais vous donner en clôture un peu en termes de réflexion. Pour terminer, je remercie bien évidemment, Anne l'a fait, mais évidemment les étudiants qui ont participé à l'organisation de ces journées. Remercier toutes les équipes d'Anne avec qui nous avons bien travaillé.
Remercier aussi pour cette soirée hier qui était quand même très très bien. Je pense qu'on l'a pas suffisamment dit, mais moi j'ai trouvé ça super, et notamment ton collègue historien qu'on souhaite vraiment remercier, parce que moi j'ai assisté à la 2e conférence, brillante, un régal, on était congelés, mais c'était pas grave, on a adoré. Voilà, le repas était super, le lieu était vraiment aussi très 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 bien choisi. Voilà, pour terminer, remercier évidemment Apache pour ce beau temps de ce matin, vraiment très très riche. Remercier également tous les intervenants. Certains sont encore là, d'autres ont dû repartir, mais je pense que vraiment ils vous apportent des choses dans la réflexion et dans l'échange. Les intervenants, mon équipe, toute mon équipe qui est là aussi. Derrière l'écran tout noir avec des mots blancs qui s'affichent, il y a des gens. Ce n'est pas qu'une machine, donc on peut applaudir s'il est vélotypiste. Voilà, et je m'arrêterai là. Je terminerai juste avec une phrase qui a été prononcée ce matin par Lara, que j'ai trouvée extrêmement intéressante. Elle a dit, si j'ai bien noté, « Osez, il n'y a pas de limite ». Et bien voilà. Je pense que c'est quelque chose à méditer. Merci beaucoup à vous. Rassurez-vous, ça va être très court. Donc, au nom de l'association Apache, je remercie l'Université de Bretagne Sud de nous avoir accueillis et proposé de riches interventions et échanges. Je remercie le ministère, Alain, Amandine et Sandrine pour la confiance renouvelée pour co-organiser ces journées. Ce rendez-vous annuel est attendu par notre communauté en charge des étudiants en situation de handicap et nous permet de rentrer au sein de nos établissements riches des pratiques, idées, expériences, témoignages partagés pendant ces 2 jours. Et un grand merci pour la participation de tous, que ce soit en présentiel ou en visio. Bon week-end.